Test 1, on passe enfin aux solutions aqueuses et on retombe sur votre bête noire. J'ai un peu l'impression quand même que votre bête noire, elle part du principe que puisque ce sont des solutions aqueuses, ça doit être difficile. Vous ne réfléchissez pas assez et je vous en veux un petit peu parce que vous lisez mal les énoncés. Dans cet exercice, il est question de vanilline et il était clairement indiqué que la vanilline que nous allions utiliser était au départ dans un état solide. Que pour en tester les propriétés, nous allions faire un dosage pH métrique, un dosage acido-basique, mais pour cela, il fallait d'abord dissoudre, donc passer de l'état solide à un état solvaté, la vanilline, en utilisant comme solvant une solution de soude. Un petit calcul préliminaire était de passer en quantité de matière. On est à 5 g de vanilline solide, on connaît la masse molaire, on peut connaître la quantité de matière qui est disponible. On vous demandait d'abord de traduire quelle allait être la transformation qui avait lieu lors de la dissolution. Il faut que vous fassiez attention que si vous utilisez le mot dissolution, c'est que vous devez partir d'un réactif solide. Donc la réaction qui avait lieu, c'était bien l'attaque acido-basique sur AH, mais sur AH initialement à l'état solide. Si vous ne précisez pas les états physiques dans une réaction chimique, eh bien fatalement, le quotient réactionnel, vous ne pouvez pas l'écrire correctement. Et donc vous dites des bêtises. Beaucoup d'entre vous ont utilisé une réaction de laquelle AH était solvaté au départ. Mais je répète, au départ, la vanilline fournie est solide. Donc vous ne traduisez pas la réalité. Je sais ce qui vous a gêné, c'est que vous avez bien compris qu'il fallait que cette réaction de dissolution soit totale. Mais en fait, ça c'était écrit dans le protocole, puisqu'on vous disait de dissoudre la totalité des 5 grammes dans de la soude. Donc, si l'expérience montre que la réaction est totale, je n'ai pas besoin de faire un calcul pour le prouver. L'expérience est toujours prioritaire devant le moindre calcul. Donc, puisque je sais que cette réaction est totale, je peux dresser un tableau d'avancement qui va me permettre d'arriver à simplement faire le calcul de la composition à l'état final lorsque la dissolution a lieu. Je commence par faire un tableau en mol, en matière, puisque je pars d'un solide, et la quantité qui est fournie, c'est bien petit m sur grand M, j'en ai fait l'application numérique au préalable. Et puis je vais remplir la fiole, les 500 ml, avec une solution de soude dont je connais la concentration. Vous pouvez calculer ces deux valeurs numériques et ce qui est intéressant, c'est que vous allez vous rendre compte bien évidemment que CBV fiole est une valeur numérique beaucoup plus grande que petit m sur grand M. Donc il y a bien un réactif limitant. Mais ce réactif limitant, c'est la vanilline. Elle est totalement dissoute, ce que je cherchais à traduire. La remarque qui est cachée derrière ça, c'est que si c'est AH qui est limitant, a fortiori, OH- n'est pas totalement consommé. Ce n'est pas une équivalence, c'est une dissolution dans un excès de soude. Et résultat des courses, lorsque vous avez fini vos calculs, vous allez avoir une solution S0 que l'on cherche ensuite à titrer, qui va contenir un mélange de deux bases. D'abord l'excès d'OH-, ensuite la présence du vanillinate, c'est-à-dire la base conjuguée de AH. Et maintenant nous sommes en solution aqueuse, donc maintenant vous pourrez faire référence au Ka qui a été fourni. On se lance donc dans le titrage. Alors parlons-en du titrage. Je suis assez fâchée contre vous. Quand on vous demande quel est le matériel qu'il faut utiliser pour faire un titrage pH métrique, vous vous doutez bien que ce qui m'intéressait le plus, c'était que vous m'aurez expliqué que pour mesurer un pH, il faut 2 électrodes, qui ont chacune un rôle bien précis. Si vous ne me parlez pas du rôle des électrodes, ça m'est égal. Si vous me dites électrode nécessaire, ça n'a pas de sens. Si vous me dites sonde de mesure, c'est du blabla de terminal. Maintenant, vous savez quelles sont les électrodes, quels sont leurs rôles. Attention au nom du matériel utilisé, puisque c'était demandé explicitement dans la question. Le petit truc qui tourne au fond du bécher, c'est un barreau aimanté. Le truc qui fait tourner, c'est un agitateur magnétique. Et ensuite, en termes de verrerie, vous pouviez utiliser soit un bécher, soit un Erlenmeyer, mais nous avions utilisé un bécher, et une burette graduée. Donc il faut faire attention à utiliser tout le bon vocabulaire. Tout ça pour faire des réactions acido-basiques. Alors là, je suis très fâchée. Le texte disait clairement dans les données que H2SO4 allait être considéré comme un diacide fort. Qu'est-ce que ça veut dire acidité forte? Ça veut dire que la molécule écrite initialement dans le sujet est un condensé d'écriture qui sous-entend des formes ioniques qui n'existeront que totalement dissociées dans la solution aqueuse.
Ça veut dire que quelqu'un qui écrit H2SO4 dans des réactions chimiques, il est sûr que c'est faux. H2SO4 n'existe pas puisque c'est une acidité forte. Si I en plus c'est un diacide fort, c'est-à-dire que vous devez écrire des écritures jusqu'à avoir dissocié 2 protons, les 2 H+, qui ont les propriétés acides, qui viennent de la molécule neutre initiale H2SO4. Et en solution aqueuse, diacide fort, c'est comme si on avait mis des H+, et des SO4 de moins, qui s'avèrent être totalement inertes. Où était le piège ? C'est que si H2SO4 est un diacide fort, c'est comme si dans la burette vous aviez mis des H+, mais à la concentration de Ca. Et pas à la concentration C fournie dans le texte. Pour écrire les réactions, c'est vraiment pas compliqué. Vous avez dans le bécher un mélange de 2 bases, OH- et A-. Vous avez dans la burette H+. Vous vous appuyez traditionnellement sur une échelle de prédominance. Certains d'entre vous les ont redémontrés. J'ai apprécié que vous preniez le soin de le faire. Mais comment fonctionne cette échelle-là ? Vous savez que je repère les espèces potentiellement présentes dans le milieu capables d'interagir entre elles. Je les ai toutes soulignées, sans oublier l'eau. Ça a beau être un solvant, il a des propriétés acido-basiques. Et puis ensuite, je cherche quelle va être la réaction la plus efficace qui puisse avoir lieu, celle qui implique le meilleur acide et la meilleure base simultanément. Et quand vous avez H+, et OH- en présence, vous savez pertinemment que la meilleure réaction possible, c'est H+, plus OH- donne H2O. Et là aussi, on rentre dans quelque chose qui doit devenir un réflexe de technique. Vous écrivez une réaction. Tiens, vous faites pas comme moi, vous mettez aqueux et aqueux sur les ions. Je l'ai oublié, je m'en excuse. Mais vous calculez la constante qui va avec, la valeur numérique de la constante, et vous faites le commentaire. Comme ça, il est dit une fois pour toutes que cette réaction, elle est ultra favorable, je la considère comme totale. Donc, elle va être associée à un saut de pH. Si elle est associée à un saut de pH, je peux écrire une équivalence. J'ai fait mon petit tableau d'avancement, et je peux ici dire que, à l'équivalence, tous les OH- présents dans le bécher et la quantité de H+ que je verse sont juste suffisante pour disparaître en même temps. Donc, COHV0 égale 2CaV1ec. Ça me permet d'avoir accès à la concentration des ions OH- qu'il y avait réellement dans la prise d'essai, dans les 20 ml de la solution SE0. Quand vous avez fini ça, le contenu du bécher à l'équivalence 1 a changé. Donc, pour trouver s'il y a éventuellement une autre réaction acido-basique, je reprends la même démarche et je retrace une échelle d'acidité. Mais une échelle d'acidité dans laquelle j'entoure pas les mêmes espèces. Je n'entoure plus OH-, il n'y en a plus. J'entoure un moins, il est toujours là. J'entoure l'eau. Tiens, d'ailleurs, j'aurais pu aussi entourer l'eau en dessous, je l'ai oublié. Et j'entoure H+. De toute manière, il est évident que le meilleur acide, c'est le H+, qui continuera à être qui viendra toujours de la burette. Mais simplement à partir du volume V1, j'oublie pas le fameux V2ec moins V1ec, qui est le démarrage réel de cet épisode-là. Et puis la meilleure base, c'est A-. J'écris ma réaction, j'écris sa constante, je sais qu'elle est totale, et je constate au passage que les 2 valeurs numériques des constantes que j'ai écrites sont suffisamment différentes pour considérer qu'elles sont successives, et donc que la deuxième réaction correspond bien au deuxième saut de pH. À l'équivalence, les 2 quantités de H+ et de A- sont juste suffisantes pour disparaître simultanément. J'écris ma deuxième relation d'équivalence, j'en déduis la concentration des ions A- qu'il y avait dans le bécher au départ et qui viennent de la vanilline qui s'est dissoute. Pour terminer cet exercice, on vous demandait si la vanilline utilisée était pure. Vous aviez 2 moyens de calculer cette concentration. Soit par le titrage, on a trouvé 6,6 10-2, soit par la concentration obtenue à partir de la masse dissoute, les 5 grammes dans la fiole jaugée. Et puis bien entendu, on compare 6,6 à 6,7 10-2. On peut très largement considérer que ce sont des valeurs analogues, donc on peut considérer que la vanilline utilisée était pure. Pour terminer cet exercice, j'avais rajouté une petite question vous demandant si il y avait moyen de connaître la valeur expérimentale du pKa du couple AH-A-. Alors bien entendu qu'on peut le faire. On peut le faire parce qu'il y a des moments dans le bécher où vous avez une coexistence de la forme AH et de la forme A-. Et ça, c'est tous les points finalement qui ont lieu pendant le 2e épisode, pendant la 2e réaction.
Je vais donc pouvoir m'appuyer sur la formule pH égale pKa plus log de base sur acide. Et tant qu'à faire, je vais me placer en un point facile où je sais que les deux concentrations de l'acide et de la base auront la même valeur. Bien sûr que ça, c'est une demi-équivalence. Mais il faut faire bien attention que la demi-équivalence, c'est quand vous avez fait la moitié du dosage du deuxième épisode chimique. Donc entre V1 et V2. Donc c'était quelque chose qui se passait autour de 6,8 millilitres. Et on lisait graphiquement sur la courbe le fait que pH égale pKa et que pKa est autour de 7,5, ce qui est tout à fait cohérent avec l'indication du sujet qui vous annonçait un pKa de l'ordre de 8. C'était volontaire. Voilà, c'est pas un exercice difficile, c'est un exercice classique qui reprend plusieurs méthodes où le petit point délicat, c'est de bien faire attention à l'état physique initial, qui ne vous permet pas de dire que vous connaissez la constante de la réaction de dissolution, mais qu'il faut utiliser, je répète, une remarque expérimentale du protocole pour savoir au préalable que cette réaction était totale. Je vous engage à le refaire, à le travailler, à être sûr que les méthodes qui sont dedans, vous allez finir par les dominer.